Bon, bonjour à tous. Mon nom est Laurent Collet. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans ma carrière. Et je vais vous parler de sécurité dans les grands clubs de football, puisque j'ai eu de la chance de travailler dans 3 ligues différentes. Je travaillais à la Ligue française, la Ligue espagnole, la Ligue italienne. Maintenant, en plus, je travaille sur la Ligue danoise, mais je dirais que, avec tout mon respect, au Danemark, il y a moins de problèmes de sécurité que dans des pays d'Europe du Sud. Donc, les enjeux de sécurité dans les grands clubs de football, on va parler de ça maintenant. Donc rapidement, ma carrière, moi j'ai une carrière internationale, j'étais directeur marketing de Nike au Portugal et en Espagne. C'était au siècle dernier, hein, je suis désolé, c'est un peu vieux. Mais aussi après j'ai fait ma carrière dans plusieurs entités sportives. Donc j'étais directeur des installations, puis après directeur marketing commercial du Barça. J'ai été directeur marketing commercial de la Roma. J'ai été directeur général jusqu'à décembre l'année dernière de l'Olympique de Marseille. Et puis maintenant, je travaille dans une société qui s'appelle Right to Dream. Right to Dream, c'est pas très connu, c'est une association, enfin c'est une organisation internationale britannique qui est une chaîne de valeur qui possède des académies et des clubs de foot sur 3 continents. On est au Ghana, on est en Égypte, on est au Danemark et on va ouvrir un énorme club dans la MLS, qui est la première division américaine, à San Diego, en Californie. Et l'idée, c'est de faire du recrutement à partir de 9-10 ans de joueurs d'élite, de les garder dans des académies où on leur donne de l'entraînement de football, mais aussi une éducation standard, et ensuite de les faire progresser dans notre club danois pour qu'ils apprennent à partir de 18 ans ce que c'est un grand championnat européen. Et après, ils sont vendus à des grands clubs. Un des exemples récents, c'est Kamaldeen Sulemana, qui était un ailier gauche du Stade Rennais, qui a été vendu à Southampton pour 25 millions d'euros. Donc c'est une chaîne de valeur qui fait qu'on crée des talents et après ils sont vendus à des grands clubs européens. Bon, je ne vais pas trop vous parler de moi, ce n'est pas forcément intéressant. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des sécurités. Et la première chose, c'est important de dire, c'est que tous les stades ne se ressemblent pas. J'ai travaillé par exemple à Barcelone, le Camp Nou, c'est 99 300 personnes, mais c'est un stade très calme. C'est un stade, on appelle ça une cathédrale. L'âge moyen du socio, c'est 54, 55 ans. Donc il faut vraiment que l'équipe gagne 3-0 pour que commence à en entendre des supporters. Par contre, il y a pas mal de touristes qui viennent, mais le problème, c'est qu'il y a 85% d'abonnés, ce qui fait que le nombre de sièges disponibles, surtout quand il y a des grands matchs contre le Real Madrid ou des Coupes d'Europe, font que la proportion des touristes elle est assez faible. Donc les gens sont des gens locaux, ils arrivent 1 minute avant le début du match et ils partent des fois 2-3 minutes avant la fin du match. Donc c'est un stade relativement tranquille. Il n'y a aucun groupe ultra. Il y en avait eu un il y a une vingtaine d'années qui a été éradiqué. Et depuis, il n'y a plus aucun groupe. Alors il y a quelques groupes que le club laisse gratuitement, à condition qu'ils chantent tout le temps. Mais alors ça devient vraiment rébarbatif, ils chantent toujours la même chose. Et on voit même dans leurs chansons qu'ils n'ont pas vraiment le cœur à ça. Par contre, l'Olympique de Marseille, le Vélodrome, c'est un peu moins, c'est 67 000. Mais c'est un club où il y a moins d'abonnés déjà. Mais surtout, il y a les 2 virages, c'est des ultras. Et donc, c'est 23 000 ultras qui mettent de l'ambiance. Alors bien évidemment, l'ambiance, ça peut être positif, ça peut être négatif. Quand on gagne, c'est positif. Quand on perd, ou surtout à domicile, ça peut être très négatif. Imaginez la récente élimination en Coupe de France contre Annecy, un club de 2e division, ou un 0-3 contre le Paris Saint-Germain. Là, ça peut se retourner un peu contre le club. Enfin, c'est un stade bouillant. Et cette année, par exemple, il est toujours plein. Donc, ce qui fait que les enjeux de sécurité sont permanents. Il y a de la demande. Les gens veulent venir voir les matchs. Et bien évidemment, il y en a qui ont des tickets, mais il y en a qui n'en ont pas. Ou il y en a qui voulaient en avoir et qui n'en ont pas trouvé, qui se présentent devant le stade. Donc, ça crée des problématiques importantes de sécurité. Bon, je vais développer ma présentation sur 6 axes. Les enjeux de sécurité dans un grand club de football européen, c'est autour des 6 axes. Le premier, c'est les joueurs, le staff et les dirigeants. Comme disait Éric Monin, de l'humain. Voilà, de l'humain, c'est ça. Après, c'est les sites. Qu'est-ce que c'est un site? C'est un stade, c'est un centre d'entraînement, c'est des choses comme ça. Après, c'est les ultras, parce que dans certains clubs, surtout à l'OM, vous voir qu'à l'OM, il y a quand même 55% des ultras, de tous les ultras français. Donc c'est quand même très marqué. On connaît aussi les ultras de Saint-Étienne, mais il y en a beaucoup moins. Ensuite, qu'est-ce qui se passe un jour de match ou de concert? Parce que ces grands stades servent aussi pour recevoir des artistes. Alors des fois, c'est bon enfant. Quand on a reçu à l'Orange Vélodrome Indochine, l'âge moyen était 45 ans, donc c'est tranquille. Mais quand on a reçu Jul, le rappeur, c'était beaucoup plus chaud.
Donc évidemment, il y a quand même un certain nombre de parallélismes entre un match de foot et un concert, puisqu'en fait, il y a un public jeune qui veut rentrer, il y a des gens qui n'ont pas de billets, etc. La cybersécurité, alors je crois que vous en avez déjà parlé lors de colloques, mais je parlerai ça à l'échelle d'un club de football, parce que c'est assez intéressant. Et puis aussi les enjeux de santé publique. Ne l'oublions pas, on l'a un peu oublié, mais on sort quand même d'une période un peu glauque avec le Covid. Et à l'époque, on a connu des stades huis clos, on a connu des stades à 1000, on a connu des stades à 5000. Et le fait de mettre en place tout un dispositif anti-Covid, enfin, pour vérifier les gens vaccinés, ça faisait partie, je pense qu'à Bonal aussi, ça faisait partie de la problématique de cette époque qu'on a oubliée, mais qui n'était pas si loin. Alors d'abord, joueurs, staff et dirigeants. Alors, staff, c'est les entraîneurs, hein, c'est ceux qui sont autour des joueurs. Les dirigeants, moi je dirais que trop de passion devient vite dangereux. C'est-à-dire, on le voit quand... J'en discutais hier soir avec quelques-uns d'entre vous. Des gens comme Mbappé, des gens comme Griezmann, ils ne peuvent pas aller dans la rue. C'est pas possible, ils ne pourraient pas faire 5 mètres. Tout le monde les aime, on va dire, ou ne les aime pas. Hein. Ça dépend de quel club ils représentent. Et donc, les joueurs n'ont pas une vie normale, mais aussi certains entraîneurs ne peuvent pas aller dans la rue. Et certains dirigeants peuvent être aussi adulés, mais souvent menacés. Donc, c'est très important de mettre en place des systèmes de sécurité autour d'eux. Cette photo, c'était en 2011, j'y étais, c'était en Chine. J'étais juste derrière. C'est Messi qui est reçu en Chine. Alors imaginez le ramdam. Messi en Chine, à l'époque, c'était en 2010-2011. Donc c'était il y a 10 ans, il n'était pas encore champion du monde, etc. Mais c'était déjà Dieu. Donc c'est très difficile, la sécurité des joueurs. C'est surtout lors des déplacements. Quand on va en déplacement, dans les aéroports, dans les hôtels de concentration des grandes équipes, on a un service de sécurité à l'entrée, parce qu'il y a souvent des groupes de fans qui sont autour de l'hôtel et qui essaient d'entrer et qui essaient de choper un selfie, un autographe. Donc là il y a vraiment un vrai travail. Ensuite, la surveillance des domiciles des joueurs. Mine de rien, il y a beaucoup de risques de cambriolage. Vous avez certainement vu des sujets autour du Paris Saint-Germain, où il y a eu des cambriolages de joueurs. Il y en a aussi eu à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'on estime que, d'abord, les joueurs, quand ils sont à l'extérieur, certains sont mariés, certains ont des chiens, mais certains n'ont personne. Donc on estime, s'il joue à Nantes, le joueur de l'OM, on peut rentrer chez lui facilement. Un truc encore plus marrant, c'est que les joueurs ont l'habitude de mettre beaucoup de choses. Alors il y avait Bounassar, par exemple, qui avait fait une vidéo sur son domicile, vue depuis un drone. Alors oui, c'était très sympa, mais seulement ça donnait toutes les clés d'accès à son domicile. Et puis surtout, il montre aussi des bagouses, des montres, des objets de luxe qui sont contents d'arborer. Oui, mais les voleurs, ça les intéresse parce qu'ils disent « Oh bah tiens, voilà, on va aller chez Bounassar et on va aller trouver la bague qui montre ». Donc il y a tout un travail de surveillance de domicile. Alors à Marseille, par exemple, on a essayé de les mettre dans des zones très précises. On avait 5 zones très précises dans la région Aix-Marseille. Et on faisait tourner des patrouilles de manière constante, surtout la nuit, pour pouvoir intervenir à l'instant. Mais si vous avez, par exemple, un cambriolage, tout de suite, c'est la panique. L'épouse du joueur rentre en délire, et puis il faut essayer de choper le voleur, qu'on chope parfois, parce que des fois, vous regardez des fois ces reportages sur W9, vers 10h du soir, on voit des reportages de flics, etc. Et il faut la traiter immédiatement, sinon ça peut être un risque. Et après, il faut l'évacuer. Parce que justement, quand on est dans un stade, on n'est pas forcément bien. C'est pas là où on peut mettre quelqu'un couché et lui prodiguer des soins. Donc, il faut tout de suite le sortir. Et la surveillance des activités ultras, j'en ai parlé. Et puis, il y a aussi les médicales, chirurgicales, c'est un peu pareil. C'est important. Donc, les jours de match et le concert, c'est pareil. Quand on reçoit Joule, quand on reçoit le Paris Saint-Germain, c'est la même chose, c'est le même dispositif. Et les gens arrivent avant, 4-5 heures avant, et partent 4 heures après la fin du match. Et alors c'est encore pire quand il y a des matchs européens, parce que là, il y a vraiment des règlements de compte entre groupes, et là, ça peut friter même dans la rue. Donc la fête, elle est avant, pendant et après le match. Cybersécurité, rapidement, un peu de cybersécurité. Pour l'instant, ce n'est pas un secteur qui a été très victime des cyberattaques, le football, le sport de haut niveau. Et pourtant, parce que, dans un grand club, il y a beaucoup d'informations confidentiel, et ça peut intéresser, je crois que ça pourrait intéresser beaucoup de gens à savoir quel est le contrat de Mbappé, parce qu'un contrat de joueur, c'est très compliqué, il y a plein de clauses, et ça peut intéresser beaucoup de gens. Alors il y a eu, il n'y a pas longtemps, on a tous entendu parler de Wikileaks, etc., avec Julian Assange,
qui avait des révélations sur plusieurs sujets, mais il y a aussi Football Leaks. Ce sont des hackers qui ont réussi à pénétrer pas mal d'entités du monde du football pour révéler un certain nombre de secrets qu'ils avaient pu détecter. Donc, Football Leaks, ça existe. Donc, ça peut être la cible de certains hackers pour essayer de trouver des secrets qui peuvent intéresser pas mal de gens, encore une fois, les contrats. Il y a aussi beaucoup d'argent. Le foot, ça bannit beaucoup d'argent. Le chiffre d'affaires de l'Olympique de Marseille, c'est 180 millions d'euros. Mais un contrat de sponsorship, ça peut aller de parrainage de sponsors, ça peut aller 5, 10 millions. Là, pareil, si vous le révélez à votre concurrent, ça peut être un sacré ramdam. Donc, c'est important. Et puis, bien évidemment, dans le foot, il y a des intérêts. Donc, vous pouvez menacer un certain nombre d'intervenants, des agents, des joueurs, des familles de joueurs. Donc, imaginez tout ça. On peut bloquer, on en parlait tout à l'heure, on peut bloquer tout un stade. Hein, et alors là, ça crée un certain chaos. Rien que le contrôle des billets, c'est fait par des scanettes. Les scanettes, elles sont reliées à un système informatique. Bon, alors des fois, ça se plante tout seul, comme se plante n'importe quel appareil informatique. Dans ce cas-là, on réteint et on rallume, comme on dit, et des fois, ça marche comme ça. Mais si un hacker arrive à bloquer ça, il n'y a plus de manière alternative. Donc, c'est très important. Et puis, il y a vraiment, en fonction de ça, il y a peu de clubs qui agissent. Quand vous parlez de cybersécurité à un président de club, ils sont contre-fous, franchement. Ils sont contre-fous, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est qui sait quelle est l'avant-centre qui va recruter l'année prochaine ou si l'agent va lui payer la commission, etc. Mais il ne s'intéresse pas à la cybersécurité. C'est beaucoup d'argent. Les clubs de foot ne gagnent pas d'argent, en grande majorité. Quelques-uns en gagnent, mais très peu. Donc, investir en cybersécurité, c'est cher. C'est cher, c'est ingrat. Ce n'est pas tout de suite. Mais ça peut, le jour où il y a un problème, c'est trop tard. Donc, je lève la main, mais je l'ai levée là où j'ai travaillé, sur la cybersécurité. Alors, on a des experts, on essaie de mutualiser ça, c'est-à-dire qu'au niveau de la Ligue, il y a des discussions pour essayer de partager les frais, partager les études, partager les risques, mais pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, la cybersécurité, il y a un problème. Aussi, la santé publique. J'en parlais, mais ça c'était lors du Covid il y a 2-3 ans. Pendant un certain nombre de temps, on a dû d'abord jouer à huis clos, donc on n'avait pas le droit de recevoir du public. C'est quand même un enjeu de sécurité parce que personne ne peut rentrer, il y a des gens qui veulent y rentrer. Même un journaliste qui n'est pas accrédité, il dit « mais moi je représente tel média ». Monsieur, vous n'avez pas l'accréditation, vous ne rentrez pas. Ça peut créer des tensions. Et puis après, on a fait rentrer plus de gens à condition qu'ils présentent ce fameux pass sanitaire qu'on a un peu oublié aussi, mais qui faisait partie de notre quotidien il y a encore 1 ou 2 ans. Et donc là aussi, c'est important. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un arrive et dit « mais voilà, j'étais vacciné, mais j'ai oublié, ah non, mais je ne suis pas vacciné, je n'ai pas fait mon PCR ». Alors, on avait, par exemple, nous, à Marseille, on avait une batterie d'infirmières qui pouvaient faire un test assez rapidement, pas un PCR, mais je ne sais plus comment ça s'appelait, un test assez rapide de 20 minutes. Et donc, généralement, les gens, ils arrivent 1 heure avant dans des stades. Donc 20 minutes pour faire un test, ça va, et ils pouvaient rentrer. Mais ça fait partie aussi de la sécurité, parce que dans un stade de foot, vous avez 60 000 personnes, et donc un virus peut très rapidement se propager. D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu des matchs de foot, surtout en Italie, qui ont été arrêtés à l'époque où le Covid commençait à se propager, parce qu'ils estimaient, les autorités sanitaires, que c'était le plus gros risque que d'ouvrir des stades, puisque les gens se mélangeaient entre eux dans les bars, dans les coursives d'un stade, etc. Donc, au moment des Covid, ça nous a beaucoup occupés. On a installé aussi un autre niveau de contrôle au niveau des tickets, parce que c'est d'abord le pass sanitaire, après le ticket. Donc ça fait plus de gens, plus de contrôle, plus de frais et plus de lenteur pour faire rentrer les gens. Donc ça, c'est un défi. Le ticket, c'est anonyme. Moi, j'achète un ticket, je peux vous le laisser à vous et vous allez voir le match à ma place. Mais en Italie, vous avez l'obligation de dire nom, prénom et documents d'identité parce que votre ticket doit être associé à une personne. Et c'est un des axes d'avenir sur les NFT où vous avez donc un ticket qui vous appartient, c'est traçable sur la blockchain. Parce qu'aujourd'hui, justement, un ticket peut être photocopié 50 fois. Oui, vous l'imprimez sur votre imprimante et après vous en faites des photocopies. Et c'est le premier qui passe qui rentre. Et après, le 27e, déjà le deuxième, il ne peut pas rentrer. Et donc, ça fait des gros problèmes. On a eu, lors de matchs de Paris Saint-Germain, comme disait un des présidents des Ultras, il y avait 23 paillettes et 35 Mandanda qui se présentaient à l'entrée du stade. Donc, ça crée bien évidemment des problèmes.
Je continue. Alors, défi d'aujourd'hui et de demain, très rapidement, on en a parlé, mais les drones, j'en ai entendu parler dans la présentation, mais un drone, c'est indétectable, surtout pour un stade. Un stade, c'est pas un centre de Star Wars. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de missiles sur le toit, il n'y a pas de francs-tireurs. Un drone, c'est rapide, c'est discret, ça ne fait pas de bruit, mais ça peut balancer n'importe quoi. Alors, ça peut balancer des grenades, ça peut balancer du venin, ça peut balancer des virus. Donc les drones, c'est vraiment pris très au sérieux et c'est une menace très, très forte pour les années à venir parce qu'il s'agit d'un drone pour créer un problème assez fort. Et il y a beaucoup de drones qui se baladent. Nous, on a vu des drones se balader au-dessus du centre d'entraînement. C'était certainement des individuels qui rigolaient avec leurs drones qu'ils avaient achetés à Noël, mais ça peut devenir vraiment un problème si c'est mal intentionné, comme beaucoup de choses dans la vie. Autre chose, c'est le terrorisme. Il ne faut pas l'oublier, on n'en parle plus beaucoup, mais moi je vous le dis, ça reviendra tôt ou tard. Il y a suffisamment d'instabilité dans le monde, dans différentes régions, que le terrorisme peut revenir. Alors il y a encore du Vigipirate, je crois, en France. Nous, on avait oui, j'en ai vu pas plus tard qu'hier à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, il y avait des patrouilles de militaires. Donc ça continue Nous, on avait mis des gros plots de béton armé pour éviter une voiture bélier, parce qu'on a des esplanades à Marseille. Donc la voiture pouvait prendre de l'élan. Alors là, elle fauchait 2000 personnes. Donc le terrorisme, attention, ça peut revenir, il faut toujours y penser. Et puis aussi, c'est marrant, mais les streakers, alors les streakers, ce sont ces personnages un peu déguisés qui sautent sur le terrain soit pour se montrer, soit c'est un défi, soit pour une cause. Jusqu'à présent, c'est assez sympa. Donc ils viennent, ils font un bisou à Messi, ça va. Mais le jour où il y en a un qui va sortir, il va commencer à sortir un poignard, ou il va étrangler un joueur, ou ils vont être deux, enfin, on ne sait pas. Les streakers, c'est très difficile à contrôler, et ça peut être un danger. Alors j'ai pas eu de mal à trouver c'est pas seulement dans les clubs de foot, j'ai pas eu de mal à trouver une image olympique où il y avait, ça c'était dans les derniers Jeux Olympiques d'hiver, où il y avait un mec qui s'était présenté au tutu, bon, avec un tanga, c'est rigolo encore une fois, mais un streaker demain peut être dangereux parce que s'il est capable de rentrer sur le terrain de jeu, là il peut faire vraiment du mal, donc s'il blesse un joueur ou il fait je sais pas quoi, donc les streakers ça reste un danger. Donc là aussi c'est un gros travail d'anticipation, de prévention et de mutualisation, c'est-à-dire qu'on peut pas, un club tout seul ne peut pas assumer les frais de recherche contre les drones, il faut s'associer avec d'autres. Et puis les partenaires immédiats, ceux avec qui on travaille très souvent, il y a bien évidemment les forces de police, c'est des partenaires logiques, il faut travailler avec eux. Nous, quand on recevait à l'OM des clubs européens, on passait du temps avec la préfecture de police pour faire des fan zones, pour diriger les supporters étrangers en bus, pour les canaliser, pour les ramener, pour pas qu'il y ait des règlements de compte à 2 h du matin. Il y a la mairie, bien évidemment, parce que la mairie, elle a quelque chose à dire, c'est pas que la police ne peut pas faire tout dans une ville. La mairie a quand même accès à des choses, peut permettre des choses. Et puis, vous avez les riverains. Dans certaines villes, les stades sont au milieu de villes. Et donc, les riverains, bien souvent, ne sont pas contents parce qu'il y a des supporters qui viennent pisser dans leur cage d'escalier, il y a des rixes, il y a des trafics de je ne sais pas quoi, il y a des canettes, c'est sale. Donc, les riverains sont... au Barça, on était aussi en centre-ville. À Rome, un peu moins. Et à Marseille, oui. C'est très important de travailler avec les riverains. Alors, c'est des partenaires pas faciles, ils ne sont pas contents, c'est pas facile de dire, non, on va faire en sorte que les supporters arrivent, ils ne vont pas être alcoolisés, ils vont être gentils, mais il faut quand même essayer de trouver des manières, notamment sur le trafic aussi, pour qu'ils puissent rentrer chez eux alors que la rue est bloquée pour des questions de sécurité, comme on dit. Voilà, c'était je crois que je suis dans les temps, j'ai essayé de... Oui, c'est parfait, merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Très bien. J'aurais souhaité connaître votre avis sur le fait, je ne sais plus en quelle année, on a décidé d'enlever toutes les barrières autour des stades et que justement les supporters puissent descendre sur la pelouse rapidement. Quel est votre avis là-dessus ? Des barrières ou des filets, nous on a remis à Marseille, c'est toujours un va-et-vient. L'idée serait que les stades soient comme en Angleterre. Vous allez voir le Manchester United ou l'Arsenal, vous avez la première file qui est là, et le gardien de but, il est là où est la télévision, et personne ne passe, parce qu'il y a eu suffisamment de travail en amont. Par contre, en France, il y a encore beaucoup en Espagne un peu moins, mais en France, il y a beaucoup encore d'indiscipline, et donc on est obligé
de mettre des barrières, on est obligé de mettre des filets, non, pas seulement pour qu'ils ne pénètrent pas. D'abord, on appelle les systèmes les Wembley, parce que c'est cette espèce de câbles métalliques pour qu'ils se prennent les pieds et qu'ils n'arrivent pas plus loin. Mais il y a aussi des filets. Pourquoi des filets? Parce qu'on lance des projectiles. Oui, quand on prend un but, les gens sont énervés, alors ils balancent ce qu'ils ont, ils balancent un briquet, ils balancent des pièces de monnaie, ils peuvent balancer des bouteilles, ils peuvent balancer même des portables, on a vu. Et on est obligé de mettre des filets et on calcule la distance pour que le filet ne soit pas trop et gêne pas trop de monde, mais pour que l'objet doit faire une ellipse et finalement ne tombe pas sur le truc. Mais c'est anti-naturel au football, mais c'est d'un autre côté obligatoire. Donc maintenant, on est en train de revenir un peu à plus de filets, parce que dernièrement, il y a eu quand même pas mal d'échauffourées dans des stades, il y a eu des envahissements de terrain. On a vu à Nantes, par exemple, alors c'était de la joie, heureusement, mais très facilement, Nantes s'est qualifiée avant-hier contre Lyon pour la finale de la Coupe de France. Il y a eu 5000 personnes sur le... Alors, en plus, ça détruit la pelouse. Nantes n'est pas encore sortie d'auberge dans le championnat. Et d'avoir 5000 personnes qui piétinent le gazon, c'est pas bon. Donc, on est obligé, dans certains clubs, de continuer à mettre des barrières, des filets. Et quand j'étais à Rome, la police avait voulu mettre des barrières pour séparer les fans entre eux. Et les supporters avaient fait grève totale. Et pendant un certain nombre de matchs, il n'y avait personne dans la cour, le virage des ultras de Rome, parce que les supporters faisaient grève. Et leur manière à eux de faire grève, c'est de ne pas venir au stade. Et bien évidemment, une équipe, quand elle n'a pas ses ultras, quand elle n'a pas ses supporters, elle souffre. Je ne sais pas quel dirigeant avait dit que les ultras, ça avait environ 10 points. Chacun peut débattre là-dessus, c'est très subjectif, mais ça représente dans un championnat, ça représente environ 10 points de support, parce que dans des moments difficiles, ils sont là pour supporter l'équipe. Donc, voilà. Et sur Marseille, il y a combien d'entreprises de sécurité pour ce stade? Alors nous, on a 7 lots, on avait divisé tout l'ensemble de sécurité en 7 lots, et généralement, il pouvait y avoir des entreprises de sécurité qui étaient capables, comme Honnête, d'avoir 1 ou 2 lots, mais on travaillait environ avec 4 et 5 entreprises de sécurité, on faisait des lots de 2 ans, et donc on refaisait un concours, on appelait 3 ou 4 sociétés de sécurité pour faire le concours, avec un certain nombre de critères qu'on notait, et donc on sélectionne chaque 2 ans les prestataires de sécurité, 7 lots. Alors les lots, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple le contrôle extérieur, c'est un lot, les VIP, les loges, les box, tout ça, c'est un autre lot, les hôtesses, donc il y a pas mal de lots, mais oui, c'est 7 lots. Merci. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question, mais on sait que l'utilisation d'engins pyrotechniques est très controversée dans les stades. Et il y a un décret qui vient de sortir, donc je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et qui autorise l'expérimentation d'utilisation d'engins pyrotechniques. Donc j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que ça change réellement beaucoup de choses au niveau de la sécurité? Donc je pense que oui, mais qu'est-ce que ça change réellement pour vous? Est-ce que ça nécessite beaucoup plus de moyens à mettre en place? Et est-ce que l'État, la LFP ou la fédération, par exemple, a mis en place des formations pour les clubs ou du partage de connaissances ou a exprimé diverses recommandations pour limiter les débordements par rapport à cette utilisation? Merci pour la question. Vous avez devant vous, et sans aucune arrogance, celui qui a secoué le cocotier au niveau de la Ligue, c'est moi. Je suis allé voir la Ligue, j'aurais dit, et je représentais Marseille, j'aurais dit, les fumigènes, ça fait partie du football, ça fait partie du spectacle du football, ça peut être dangereux, mais ça fait partie du spectacle. Et d'ailleurs, beaucoup d'employés de l'OM, après un match contre le PSG, mettaient sur LinkedIn, sur Facebook, des photos, et toujours ils mettaient le virage avec des fumis, parce que c'est joli. Alors, il y a des gens qui apprécieront pas, mais globalement, ça donne ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dit à la Ligue? J'ai dit, mais je crois qu'il faut travailler la manière d'encadrer les fumigènes. Il y a des manières, surtout qu'à cette époque, la Ligue faisait des tests. Alors, ils mettaient 10 mecs, 10 volontaires sur le terrain qui mettaient un fumigène avant le coup d'envoi. C'était pas terrible, c'était pas vraiment dans l'ambiance. Mais j'aurais dit, jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut avoir une réglementation? Et je suis très fier que ça ait débouché il n'y a pas longtemps. Alors oui, ça reste compliqué, c'est une bonne avancée. Ça reste compliqué parce que les fumigènes sont encore très spontanés. Quelqu'un, il l'allume, et il faudrait, oui, moi j'avais dit, il faudrait que les gens soient identifiés comme détenteurs et porteurs de fumigènes. Donc je porte un fumigène, je sais m'en servir. C'est comme, je sais pas, une voiture. Vous ne pouvez pas conduire une voiture si vous n'avez jamais touché une voiture. Par contre, une fois que vous avez conduit, vous avez un permis, vous êtes libre d'aller sur le trafic. Donc avoir des pompiers pas loin et d'avoir un certain nombre
de nombre de fumigènes limité, de ne pas en avoir une dimension trop forte. Donc c'est une bonne avancée. Ça va permettre, dans certains cas, d'exprimer un côté festif. Je me suis fait des ennemis à la Ligue parce que j'ai dit que c'était festif. Donc d'autres m'ont dit non, c'est criminel, c'est de la délinquance. Écoutez, c'est festif. Quand on balance une bouteille sur paillettes, c'est pas festif. Quand on lève un fumigène au début d'un match ou quand on a marqué un but, pour moi c'est festif. Ça fait partie du football, ça fait venir des gens dans un stade. Maintenant, il y a un côté dangereux, c'est vrai, et j'ai eu moi-même à traiter cette jeune fille qui a eu ça, où j'ai eu des Allemands qui ont tiré une fusée de détresse qu'on utilise dans les bateaux. Il a tiré comme ça, et c'est arrivé sur un supporter dans la gorge, qui s'en est ressorti, on ne sait pas comment. Donc, c'est pas un fumigène, ça c'est différent. Mais les fumigènes, pour moi, c'est festif. Et donc maintenant, il y a un cadre qui est une bonne avancée. On n'y est encore pas arrivé, mais je crois que ça passera par le fait que les gens soient identifiés et une certaine formation, et qu'il y ait un certain nombre de pompiers dans le groupe concerné pour pouvoir intervenir. Mais moi, j'y crois. Et personnellement, je trouve que ça fait partie du football, comme les cheerleaders font partie du basketball. C'est peut-être un peu... Des antiféministes ou des féministes diront que les cheerleaders, c'est pas terrible. Enfin, il y a des trucs qui sont propres, ou les fanfares qu'il y avait dans le rugby. C'est bête, on en voit moins, mais avant, on avait tourné à Saint-Ignacio, il y a les fanfares écossaises ou irlandaises, c'était sympa. Mais dans le foot, les fumigènes, ça fait partie du show, et pour moi, c'est positif. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je te remercie beaucoup pour ta présentation. Et puis, Merci. merci.